Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et ce soir on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 9 de ce Tour de France, dernière étape avant la journée de repos et contrairement au Tour d'Italie, là je ne me fais pas avoir par les journées de repos, je vais vérifier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de la course, de cette première semaine également. N'hésitez pas à partager la vidéo et à mettre un pouce bleu. Partagez la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser votre entourage. Ne partagez pas la vidéo non plus dans tous les sens. Copier-coller de la veille, on va dire, entre les leaders. Pogacar largement devant les autres. À la différence que certains leaders ont un peu plus souffert que d'autres. On reviendra également là-dessus. La course à la victoire, très intéressante. Notamment les deux Colombiens face à Ben O'Connor. Et puis une étape qui a encore été assez animée pour la victoire d'étape, parce que du côté du général, c'est vrai qu'on peut être un petit peu sur notre faim. On s'attendait à des attaques et ça fait un peu plouf. C'est dommage parce que je trouve que l'étape d'aujourd'hui est plus intéressante que l'étape du Mont Ventoux notamment. Après, il faudra peut-être attendre les Pyrénées pour avoir de nouveau des attaques assez transcendantes entre certains leaders. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, donc comme je rappelle toujours, le bilan des Bleus, ce sont soit les Français, soit les coureurs étrangers dans des équipes françaises. Donc bien entendu, on va parler du vainqueur du jour, Ben O'Connor. Ben O'Connor qui s'en est sorti comme un maître aujourd'hui. Il aime quand même les conditions pas faciles parce que je crois que sa victoire sur le Giro, il ne faisait pas très beau ni très chaud ce jour-là. Il aime aussi les longs cols. Je rappelle que Ben O'Connor, sa victoire, c'était c'était sur une étape où il n'y avait pas qu'un col. La victoire de Ben O'Connor ce jour-là. Et c'était surtout, que je dise pas de bêtises, donc je vais regarder. Madonna di Campiglio. Mais il y avait aussi le Forcella Valbona et le Monte Bondone. Donc il y avait vraiment une belle et le Passo d'Urone. Il y avait une belle étape. Et il avait déjà fait la différence. C'était peut-être la veille. Oui, c'était la veille où il y avait... Non, c'était pas la veille. Alors je sais plus, il avait fait aussi une sacrée performance peut-être à Pioncavallo. Pour la montée de... Ouais, je sais plus si c'était à Pioncavallo, mais c'est un coureur qui aime les grosses étapes de montagne. Et puis là, il a été assez impressionnant aujourd'hui, Ben O'Connor. Personne n'a pu le battre, il a été vraiment au-dessus et encore une fois, il s'impose face à des bons coureurs. Parce que dans cette échappée-là, on avait quand même du Sepp Kuss, on avait encore du Warren Barguil, du Quintana, du Higuita, on avait Michael Woods, on avait également Wout Poels. On n'avait pas une échappée de branquignol aujourd'hui dans cette étape du Tour de France et pourtant il a réussi à faire la différence parce que c'est un très bon coureur. Moi j'ai quand même été assez surpris d'entendre Thomas Voeckler, d'entendre Alexandre Walser, même Laurent Jalabert nous dire grosso modo que c'est un coureur de seconde zone. Ben O'Connor, Pogacar, s'il lui avait donné le maillot, il n'aurait pas récupéré tout de suite le maillot Pogacar. Et là, Ben O'Connor, au classement général, il se replace pour le top 10. C'est très intéressant parce que Ben O'Connor, c'était un petit peu l'objectif, je pense, de faire un top 10. Il a 2,01 de Pogacar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, David Gaudu est 7ème à 7,22. C'est-à-dire que Gaudu doit reprendre 5 minutes sur Ben O'Connor. Ça va pas être si facile que ça. Alors certes, Ben O'Connor, il n'est pas bon sur le contre-la-montre, mais mon Gaudu ne nous a pas émerveillé lors du premier contre-la-montre. Donc Ben O'Connor se replace totalement pour le top 10 aujourd'hui et c'est très intéressant, mais sacrée étape du coureur australien qui a réussi à faire la différence, qui est parti au bon moment également. Dans le groupe Higuita, Quintana, il fallait sentir la bonne attaque à ce moment-là. Et puis après, Col du Pré, Cormet de Roseland. Et encore une fois, dans des conditions dantesques, parce qu'aujourd'hui, on a eu des conditions climatiques très difficiles quand même pour Ben O'Connor. C'est une belle victoire également pour AG2R. AG2R, c'est quand même l'équipe sur ces 10 dernières années avec Groupama FDJ qui, je pense, a enchaîné le plus de victoires sur le Tour de France.
On se souvient notamment l'année dernière Nance Peters, mais c'est une équipe qui gagne quand même assez, Romain Bardet également, et qui gagne assez régulièrement sur le Tour de France. Un peu comme la Groupama, et même sur les grands tours, c'est une équipe qui a plutôt très bien performé sur les 10 dernières années, contrairement notamment à Total Energy ou à la Cofidis même, qui est beaucoup moins performante sur les grands tours. On continue du côté du bilan des Bleus avec Franck Bonabour, alors, qui finit 5e de l'étape. C'est une belle étape. Alors là encore, du côté d'Alexandre Pasteur, on a fait des caisses sur Franck Bonabour depuis 2 jours. Là aujourd'hui, c'est une belle étape pour Franck Bonabour, 5e. Après, de là en faire des caisses, non. Il s'en est bien sorti. C'est un coureur qui quand même a des références au niveau national sur des courses de ce type. 10e d'une étape du Dauphiné cette année. 11e du Tour de Norvège. Il avait fini 2e du Tour du Doubs. C'est un coureur qui est passé de Arkea à BNB Hotel, et je ne sais plus c'était sur quelle course où je vous avais dit ça. C'était pas le Tour de la Communauté de Valence, où je l'avais vu plutôt performant, et je vous avais dit j'ai l'impression que cette année il passe un cap, que ça va beaucoup mieux pour lui, que c'était peut-être sur le Dauphiné, je ne sais plus où j'avais dit. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'il passe un cap dans cette équipe BNB Hotel. Peut-être qu'on lui laisse un peu plus les coups des franches que ce qu'on faisait auparavant du côté de chez Fortunéo Arkea, et que ça lui fait énormément de bien aujourd'hui d'avoir un petit peu de leadership. C'est un coureur qui reste quand même assez jeune, 26 ans, et qui là nous a montré de belles choses. Faut pas non plus totalement s'extasier. C'est un coureur qui aime bien également les conditions difficiles. Aujourd'hui, c'était quand même très avantageux sur cette étape d'aimer les conditions difficiles. Mais après 9 jours de course, ça montre également que c'est un coureur qui a des belles qualités au niveau de la récupération. Et peut-être que ça lui servira en 3e semaine de ce Tour de France si les conditions climatiques restent les mêmes. Mais pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il va faire 30 degrés sur la fin de ce Tour de France. On termine avec Quintana. Pourquoi même s'il y a eu un coup de moins bien dans la dernière difficulté du jour à Tignes, en tête du maillot à pois, Quintana ce soir, avec 50 points. Il devrait le garder lors des 2 étapes suivantes, qui sont l'étape d'Albertville-Valence. Non, il faudra quand même qu'il sorte dans l'étape de Sorgues-Malocène, l'étape du Mont Ventoux. Mais après, très clairement, jusqu'aux Pyrénées, l'étape de Quillan, il peut garder ce maillot s'il s'en sort bien du côté de l'échappée du Mont Ventoux. C'est un objectif qui peut être intéressant pour Quintana. Il a vu que pour le général cette année, il n'a pas les jambes. Ça peut être également un objectif pour cette équipe Arkea Samsic d'aller chercher ce maillot à pois, ce qui serait quand même intéressant pour cette formation. On sait qu'on a déjà plutôt fait une bonne première semaine du Tour de France avec des places d'honneur pour Nasser Boigny. Bien là, on continue avec Nairo Quintana, mais encore une fois, le maillot à pois peut être un objectif très intéressant pour le coureur colombien. Malgré tout, il faudra aller se faire mal sur l'étape du Mont Ventoux. On espère qu'au niveau de la récupération, il arrivera à se refaire la cerise lors de la journée de repos. Je continue du côté des Bleus avec peut-être un petit peu les déceptions de cette journée. Je commence avec Julien Alaphilippe. Bon, il n'a jamais aimé les conditions pluvieuses. On a eu la confirmation encore aujourd'hui. C'est un coureur qui aime quand pas forcément le très beau temps, mais qui ne supporte pas la pluie. Julien Alaphilippe, c'est un coureur qui ne remportera jamais un Paris-Nice, à part si les conditions sont exceptionnelles, parce qu'il n'aime pas ça la pluie. Et là, on a vu aujourd'hui, il n'y avait pas de grand-chose en termes de force et d'énergie. C'est dommage parce que c'est une étape qui aurait pu être intéressante pour lui. Il avait pris en plus la bonne échappée, s'était fait mal pour prendre de la bonne échappée, mais ensuite quand vous n'avez pas les jambes, ça ne sert à rien d'essayer de forcer le rythme. Après ça devient très compliqué. On rappelle juste, je vais juste vous donner des informations qui viennent d'arriver, peut-être que vous ne les avez pas. Mais on a quand même aujourd'hui 4 coureurs qui ont fini hors temps, dont Brian Cocard et Arnaud Démare, en plus de Stéphane Debode et Vliegen. Et pour Démare et Cocard,
Bon, ils ont quand même un petit peu traversé ce Tour de France de manière anonyme. Et ne pas oublier également que Merlier, Peters et Jasper De Bust avaient abandonné. Roglic et Van Der Poel, eux, n'avaient pas pris le départ de cette étape. Donc ils ne sont déjà plus que 165 sur ce Tour de France. Au bout d'une semaine, on a déjà perdu une vingtaine de coureurs, c'est beaucoup. Du côté de Alaphilippe, oui, on n'a pas réussi à faire la différence aujourd'hui. On était un petit peu fatigué, peut-être également de cette fin de première semaine, voilà, qui n'a pas forcément tourné à l'avantage du coureur français. Il faudra se remobiliser pour la suite de ce Tour de France, qui ne sera pas foncièrement facile, mais il peut viser des étapes. Il y a des étapes qui peuvent lui convenir, donc maintenant à lui de se remettre dans le droit chemin et de réussir à se remettre les idées en place. Il finit dans le même groupe que Lopez. La différence, c'est que contrairement à Lopez, lui était quand même dans l'échappée. Du côté des déceptions, j'ai mis David Gaudu, un peu déçu aujourd'hui de la part de David, qui était bien les derniers jours, mais aujourd'hui il perd 1 minute sur Carapaz. Quand on voit la densité du côté de ce milieu de peloton, eh bien ça semble compliqué pour David Gaudu pour remonter, parce que là, c'est 1 minute sèche et David Gaudu se retrouve 10e du général, mais déjà à 2 minutes d'un Rigoberto Urán. Il est encore également à une bonne minute de Alexei Loutchenko qui est 8e, donc c'est vraiment une journée assez moyenne pour le français. C'est décevant un petit peu cette journée moyenne pour Gaudu, malgré tout pour David Gaudu. Ce qu'il faudra noter, c'est qu'avec 7 minutes de retard, vous commencez à pouvoir avoir des possibilités pour vous échapper. Mais un 10e du général à 7 minutes après une première semaine de Tour de France, là aussi, c'est assez rare, et on voit la difficulté peut-être de ce Tour de France au niveau des conditions climatiques, plus que du parcours, ou des conditions créées par ce parcours, avec les abandons notamment d'un coureur comme Primož Roglic sur cette première semaine qui aura été assez difficile. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec un coureur qui a été intouchable aujourd'hui, c'est Pogačar. On ne va pas faire beaucoup plus longtemps sur Pogačar. Très clairement, à part grosse défaillance en deuxième ou troisième semaine, à part chute, je ne vois pas qui arrivera à battre Pogačar. Il y a déjà 5 minutes d'écart avec Urán. C'est énorme, 5 minutes. Alors, il n'a peut-être pas tué, encore une fois, le Tour de France, parce qu'une défaillance peut arriver, parce qu'une chute peut arriver également. Surtout, il va y avoir des étapes peut-être nerveuses. L'étape de Nîmes, l'étape de Carcassonne, on peut avoir pas mal de vent sur ces étapes-là. Les étapes dans les Pyrénées, il faut toujours faire attention à la largeur des routes dans les Pyrénées. Les descentes sont parfois très techniques, parce que, notamment l'étape d'Andorre, il faudra faire vraiment attention. La côte de Breccialis, pour l'avoir vu un petit peu en Google Maps, c'est vraiment une étape, et on me l'a redit dans les commentaires, que c'était une étape assez difficile, mais Pogačar pour le moment il tient la baraque, et son équipe tient la baraque. Aujourd'hui UAE, on a vu, à part encore une fois Mike Nutti, même Marc Hirschi a fait une belle journée. On a vu également un gros travail de Rui Costa, un gros travail du côté de Formolo. Alors, Formolo a un peu moins travaillé que la veille, mais la veille il avait fait quand même une sacrée journée. Maïka, il y a même un coureur qui est tombé dans une descente, et pourtant ça n'a pas gêné cette formation UAE. Pour le moment, ils sont au-dessus au niveau collectif, ils sont au-dessus également au niveau physique. Donc il faudra voir ce que ça va faire dans les prochaines journées. Mais pour le moment, Pogačar, je ne vois pas qui arriverait à le battre. Surtout que les adversaires à la potentielle, Urán, Vingegaard, il n'y a que Carapaz pour moi qui a déjà l'aura de quelqu'un qui a déjà fait des très grandes choses sur un grand tour. Les Ben O'Connor, Urán, Vingegaard, Mas, Kelderman, Loutchenko, Martin, Gaudu, c'est des coureurs qui ont fait des top 10 sur les grands tours pour certains, des top 15, mais qui n'ont pas encore fait top 5, qui seront déjà contents de faire un top 5 sur un grand tour. Donc à part Urán,
Et encore, Uran est quand même un peu vieillissant et je pense que ça sera compliqué vraiment d'aller chercher Pogacar. Sur l'année où vous m'auriez dit Uran d'il y a 2 ans, oui. Le Uran de 2021, il a quand même un peu vieilli, Rigoberto Uran, même si c'est un coureur dont il faut toujours se méfier, notamment sur le Tour de Suisse, on l'a bien vu. Mais je dirais que Carapaz semble un adversaire important. Le problème, c'est que Carapaz, déjà sur le contre-la-montre, il va encore perdre du temps sur Pogacar, c'est sûr. Hein. Il y aura, je pense, au moins 2 minutes d'écart. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Carapaz, il faut qu'il reprenne, allez, je vais dire à la louche, 8 minutes sur Pogacar. Ça commence à être très compliqué. Donc, c'est vrai que Pogacar, aujourd'hui, en plus, il fait une journée où il contrôle et sans vraiment forcer son talon, il arrive à faire la différence. C'est ça qui est très fort aujourd'hui de la part de Pogacar, c'est qu'il est vraiment une jambe au-dessus de tout le monde. Je continue avec Colbrelli, impressionnant. Colbrelli, on le sait, je le dis assez souvent, c'est le sprinter. J'ai jamais vu un sprinter passer aussi bien la montagne parce que, contrairement pour moi à Sagan, à Van Der Poel ou à Van Aert, on dit toujours, ce sont des sprinters. Non, de base, Sagan et les 2 autres, ce sont des punchers. Ce sont des punchers qui ont une énorme pointe de vitesse qui leur permet de jouer les sprints. Comme Alaphilippe parfois a fait des sprints aussi dans sa carrière. Mais de base, ce sont des punchers. Colbrelli, de base, c'est un sprinter. C'est ça qui est vraiment pour moi, c'est le sprinter qui passe mieux les côtes. C'est encore mieux que Degenkolb. Le Degenkolb pourtant de la grande époque qui a été capable de passer des difficultés. Mais là, on parle d'une arrivée à Tignes. J'ai jamais vu Degenkolb partir dans une échappée et réussir à finir 3e d'une étape. Alors on sait que Colbrelli il aime bien les conditions difficiles parce qu'il aime les classiques flandriennes, mais je trouve que quand même cette année Colbrelli il fait une très très belle saison. J'ai longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau-là, peut-être même il faut revenir à l'époque Bardiani pour Colbrelli parce que c'est vrai que la période Bahreïn-Mérida n'avait pas toujours été exceptionnelle pour Colbrelli en termes de résultats. Et là aujourd'hui je trouve qu'il a été vraiment impressionnant l'Italien et c'est vraiment une 3e place assez étonnante. Mais encore une fois, c'est un coureur qui est capable de finir champion d'Italie devant Fausto Masnada sur un parcours qui n'était pas plat, le championnat d'Italie cette année, devant un mec comme Gianni Moscon, devant Ciccone, devant Edoardo Affini, devant Nibali, devant Pozzovivo. Donc voilà, il ne faut pas négliger qu'aujourd'hui Colbrelli, c'est un hybride entre un sprinter et un puncher. Pour moi, c'est un sprinter, mais c'est vrai que c'est un grimpeur. C'est vraiment le sprinter qui passe le mieux les bosses. Et moi, très clairement, il faut peut-être revenir. Oscar Freire était capable de faire ça, c'est vrai. Le Oscar Freire de la grande époque était capable de faire des grands coups dans les difficultés. Et bon, ça fait depuis longtemps qu'on n'a plus d'Oscar Freire. Et Jalabert aussi, certains diront, Jalabert de la Honsey. Mais bon, peut-être qu'à l'époque, ça ne buvait pas que de l'eau. Alors, bien entendu, Colbrelli, ça va, comme Pogacar, il va y avoir des doutes sur le dopage. Très clairement, tant qu'il n'y a pas de preuves, moi je ne crie pas au loup, contrairement à certains. Jalabert, il y a des preuves qu'il s'est dopé. Là, sur ces coureurs-là, on n'a pas de preuves. Alors, même si Colbrelli, dans une équipe qui a été impliquée, des coureurs de cette équipe ont été impliqués dans l'affaire Aderlas, ou même si Pogacar, on sait qu'il y a des relations. UAE, qui est l'ancienne équipe Lamprey, a toujours eu des cas assez régulièrement, des cas de dopage dans ses formations. Moi, je ne crie pas au loup au niveau du dopage. Du côté de Colbrelli, voilà, c'est une performance qui est quand même sensationnelle aujourd'hui et vraiment exceptionnelle de la part de Colbrelli de finir 3e. Mais encore une fois, par rapport à ses qualités, par rapport à son Dauphiné également, moi j'étais presque surpris de ses premiers sprints à Colbrelli que je n'avais pas trouvé sensationnel. Et ben là, je peux vous dire qu'il a été très très bon. Et puis je termine avec Vingegaard. Vingegaard, sacré boulot de la part du coureur de la Jumbo. 8e aujourd'hui, il tient la baraque pour le moment, Vingegaard. Après, à la fin de cette première semaine, on va voir comment ça se passera en 2e et 3e semaine du côté de Vingegaard. Mais le coureur de la Jumbo, il fait un énorme travail en ce moment. Voilà, très bonne qualité physique du Danois. Ce qui est quand même, encore une fois, une surprise pour un coureur qui, en début d'année, avait eu des bons résultats, mais pas sur des courses World Tour. Cette année, sur les courses World Tour, encore une fois, une victoire sur l'UAE Tour, 2e du Tour du Pays Basque.
deuxième d'une étape du Dauphiné, huitième du Tour de Pologne, c'était en 2020. Bon, il a toujours été fan du Tour de Pologne. Mais là, c'est encore une très très belle journée de sa part quand même. Il a fait une première semaine tout à fait satisfaisante. Et pour l'instant, il joue très bien le rôle de leader de rechange. On va voir comment ça va tenir, mais pour l'instant, chapeau Vingegaard, hein, très clairement. Et puis aujourd'hui, il s'est vraiment bien accroché. Il avait l'air vraiment bien dans la roue de Richard Carapaz. Je termine avec les flops aujourd'hui du côté des bonnets d'âne. Je vais commencer avec Lutsenko. 15e aujourd'hui de l'étape à 7 minutes 36, c'est-à-dire juste derrière David Gaudu. Il perd 5 places au classement. Quand je vous parlais de la densité, on va dire entre la 2e même et la 10e place, il y a une très très belle densité au niveau performance. Bon, du côté de Lutsenko, on a vu peut-être les limites de ce coureur en haute montagne. Vous vous souvenez, quand on avait parlé du Dauphiné, j'avais dit oui, mais ce Dauphiné 2021, on n'a pas été très haut en altitude, sauf le dernier week-end, mais sinon on avait des étapes quand même de vallonnées. On n'avait pas des étapes de haute montagne sur la première semaine. Et j'avais dit, le problème de cette course, c'est qu'elle ne correspond pas à ce qu'on aura sur le Tour de France. Et Lutsenko s'en était merveilleusement sorti parce que c'était quand même des étapes qui correspondaient à son profil pour la plupart. Et ensuite, il s'était bien accroché pendant 2 jours. La difficulté de Lutsenko, c'est que pour moi, c'est pas un pur grimpeur. On est plus proche d'un puncher. C'est un puncher qui grimpe très bien. Ça, c'est clair et net. Mais au départ, c'était un simple puncher. Lutsenko, qui est devenu grimpeur. Mais aujourd'hui, j'avais dit, moi, je connaissais pas ses limites. Encore une fois, je pensais qu'il allait être en difficulté sur les cols au-delà de 1750-1800 mètres. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on a eu. Et s'est retrouvé en difficulté dans le final. Alors, il s'est encore bien accroché. De toute manière, un Lutsenko qui ferait top 10 du Tour de France, ça serait très très bien pour lui parce que c'est un coureur qui, en plus, est là depuis très très longtemps, mais il n'a que 28 ans. Il n'a que 28 ans, Alexei Lutsenko. Donc, passer de puncher à un grimpeur à 28 ans, ce ne serait pas non plus incohérent. Et on a vu des mecs changer. Bradley Wiggins, c'est à peu près à cet âge-là, 27-28 ans, qu'il a décidé de devenir grimpeur. C'était plus incongru du côté de Bradley Wiggins que du côté de Lutsenko. Donc sacré perf, pour le moment, où Lutsenko c'est une déception aujourd'hui, mais il fait quand même un bon début de Tour de France. Mais c'est dommage, voilà, cette étape où ça a moins bien marché que lors des dernières journées. Du côté de la Bora, pourquoi j'ai mis la Bora? Parce que je trouve que, alors là c'est un résumé un petit peu de la première semaine, j'ai trouvé cette formation assez discrète en fait, par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Alors, c'est vrai qu'on a un Kelderman qui pour le moment, au classement général, est 7e, ce qui est plutôt très bien pour Wilco Kelderman, même si on se dit, s'il avait fait un bon contre-la-montre à son niveau, il serait au niveau de Rigoberto Urán, il sera à 5 minutes 18 de retard. Mais pour le moment, Kelderman, il ne fait que suivre. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait peut-être aimé avoir autre chose. Après Kelderman, ça n'a jamais été un attaquant né non plus, parmi les coureurs du World Tour. Et puis, du côté de la Bora, aussi Sagan, assez décevant, assez tristoun. Par exemple, aujourd'hui, on se dit pourquoi Sagan n'est pas parti dans l'échappée? À partir du moment où il y avait Colbrelli, il y avait des points à prendre au sprint intermédiaire. Ça, c'est dommage. Parce qu'aujourd'hui, Sagan, au niveau du classement du maillot vert, ça va être quand même compliqué, 72 points. Quand on sait que Cavendish en a 168, que Colbrelli en a 121, Matthews 130, on se dit qu'à 72 points, il va falloir en gagner des étapes pour Sagan. Et vu ce qu'on a vu sur les sprints, ça va être compliqué. Moi, j'aurais aimé de voir Sagan, même Patrick Conrad. Voilà. Je trouve que cette équipe-là, pour le moment, est un petit peu triste. Et puis, je termine avec Sepkus. Je m'attendais à mieux de Sepkus aujourd'hui dans l'échappée. C'est vrai que quand on voit dans l'échappée Sepkus, on se dit, c'est quand même un coureur qui techniquement est capable
d'aller chercher la gagne. Et aujourd'hui, ça a été un petit peu compliqué pour le coureur américain qui n'a pas résisté au froid comme Wout Poels par exemple, qui ont eu beaucoup de mal avec les conditions très frisquettes, très fraîches qu'on a eues aujourd'hui. Demain, pas de présentation, pas de débrief, parce que j'en ai de repos. On réattaque mardi avec une attaque, avec une étape de plat, hein, entre Albertville et Valence, une étape un petit peu de transition là vraiment avant l'étape du Mont Ventoux. Pas que cette année les Alpes sont un petit peu en version soft, ce qui fait du bien parce qu'à l'époque de Christian Prudhomme, on a rarement eu des Pyrénées de cette qualité-là et des Alpes, on va dire, un petit peu plus tristounes. Ça fait du bien un petit peu de rééquilibrer les choses parce que le Tour de France, l'histoire du Tour de France a quand même commencé dans les Pyrénées au niveau des grands cols. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis nous, donc on se retrouve mardi pour faire la présentation de l'étape numéro 10. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.